Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Avant de commencer, un petit avertissement. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'intelligence artificielle, mais pas en nous focalisant sur les nouveautés. Il y a déjà beaucoup de chaînes qui couvrent tous ces sujets et cela évolue si vite que ce qui est dit aujourd'hui pourra être dépassé demain. Ici, nous allons plutôt aborder le sujet sous un angle philosophique avec des questionnements éthiques. Alors, ces réflexions sont nées d'une observation continue des actualités en constante évolution et du constat que peu de chaînes tech abordent l'IA avec cette perspective. Alors, je ne prétends pas être un expert, mais j'ai un intérêt prononcé pour le sujet, ce qui m'a amené à y consacrer beaucoup de temps. Alors, je vous propose ici des réflexions personnelles, donc nécessairement subjectives. Néanmoins, pour ne pas être uniquement dans l'opinion et le biais d'humeur, je vais autant que possible fournir des liens dans la description de cette vidéo vers les sources et les nombreux articles qui ont servi à nourrir ma réflexion. Alors, sans plus attendre, pour commencer, la post-réalité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, avant de pouvoir répondre à cette question, il faudrait déjà peut-être s'entendre sur ce qu'est le réel. Alors, d'après le Larousse, la définition ne nous aidera pas forcément beaucoup. Voilà ce que ça dit. Caractère de ce qui est réel, de ce qui existe effectivement. C'est plutôt vague. Le réel, sur la définition sur laquelle on va s'entendre dans cette vidéo, c'est globalement ce qu'on accepte collectivement de définir comme quelque chose qui existe et qui est tangible. Alors du coup, la post-réalité, c'est quoi ? Nous allons développer et élaborer tout ça plus en détail au cours de cette vidéo, mais en résumé, il s'agit de cette nouvelle ère moderne et étrange dans laquelle nous entrons, où ce que nous pouvions admettre comme étant le réel, dans un rapport de confiance face aux médias de diffusion, devient un objet de doute, car il devient possible de créer des contenus parfaitement crédibles au niveau audio, photo et vidéo, générés en quelques clics. Et attention, je parle bien ici de post-réalité et non pas de la post-vérité, qui est un autre sujet qui est certes connexe, mais qui concerne plus directement les manipulations politiques à grande échelle. Bref, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Alors un petit peu de contexte historique. Pendant longtemps, seul le réel était son propre support, puis sont arrivés les médias, dans la définition d'un procédé qui permet la distribution et la diffusion de documents, de messages sonores ou audiovisuels. Les médias ont commencé à prendre de l'essor avec les inventions permettant la reproduction et la diffusion de masse. On peut dire que ça a certainement commencé avec les peintures rupestres, puis l'écriture, et ça a connu un essor avec les inventions comme celle de la presse imprimée de Gutenberg, et puis ensuite des supports audiovisuels. On part de la cassette audio à l'arrivée du cinéma, de la vidéo, de la photo. Au cours des millénaires, les moyens permettant la diffusion médiatique se sont multipliés. Ils ont peu à peu pris une place de plus en plus importante dans la structuration et la cohésion culturelle, et ont permis de créer un terreau de culture collective de plus en plus vaste. C'est sûr que quand un ouvrage, une musique ou un film est lu, écouté ou vu par 4 personnes, il n'aura pas le même impact que si c'est par des milliers ou des millions de personnes. Les médias, depuis leur création, ont fait l'objet de méfiance, et à juste titre. Et lorsqu'on les étudie, on apprend aussi les biais qu'ils peuvent entraîner. Certains biais sont involontaires, comme la partialité de l'information transmise, mais il y en a de nombreux autres qui peuvent être nettement plus pernicieux car étant volontaires de la part de l'émetteur tout en visant à tromper le récepteur, comme par exemple la volonté d'impartialité qui est souvent mise en avant dans le journalisme. En réalité, la présentation des faits peut varier considérablement selon plusieurs facteurs. Le journal qui publie l'information, ses sources de financement, son orientation politique, sa ligne éditoriale, et même le journaliste qui rédige l'article. Or certes, les médias les plus sérieux tentent au mieux d'être le plus transparent possible sur leur positionnement, mais ils sont nombreux à jouer des mêmes codes pour nous tromper dans le but de soutenir certains narratifs. Mais ce sont là encore des problématiques connues, étudiées, analysées et relativement admises par une majorité. Ces limitations ne sont pas en soi des éléments qui contredisent le réel. On admet une certaine partialité de point de vue, mais on reste toutefois confiant sur le fait que ce qui est présenté, que l'on adhère ou non à la position exposée, existe. On pourra illustrer ça de cette façon par l'exemple d'un reportage télé d'un journal qui peut couvrir un événement. Prenons au hasard une manifestation d'un groupe social qui cherche à défendre un intérêt, quel qu'il soit. Selon la teinte politique du journal, l'événement sera présenté de manière plus ou moins flatteuse, élogieuse ou bien critique dans une volonté de convaincre et de changer l'opinion publique. Mais néanmoins, au-delà de notre adhésion aux propos ou non, il ne sera pas nié que la dite manifestation existe et qu'elle est réelle. Alors bien sûr, dans le cas d'événements majeurs comme les conflits armés, il y a toujours eu des outils de propagande plus ou moins puissants pour justement altérer le réel. Et si certaines manipulations photos du siècle dernier nous paraissent terriblement grossières aujourd'hui, tout semble à croire que le public de l'époque n'avait pas les connaissances pour ne serait-ce que douter de la possibilité d'altérer certains médias. Mais comme c'est aujourd'hui le cas face à des images créées par des IA dont les gens pensent qu'il s'agit tristement d'images réelles. Au cours des dernières décennies, le développement des outils informatiques a permis d'amorcer doucement le glissement vers cette post-réalité. La capacité de pouvoir transformer, altérer des images et des vidéos de manière de plus en plus réaliste n'est plus discutable.
Tous les outils qui ont vu le jour sont avant tout le fruit d'industries du divertissement, le cinéma, la publicité, les jeux vidéo. Et les technologies ont fait très rapidement et très souvent des bonds considérables pour aller vers des rendus de plus en plus réalistes, avec de moins en moins de temps de calcul et d'intervention d'opérateurs pour y arriver. Mais face à ces changements, il y a aussi une évolution culturelle qui progresse, et ça permet de pouvoir faire la distinction entre ce qui relève du réel et de ce qui relève du divertissement. C'est d'ailleurs ce qui est exprimé à travers le principe de la suspension consentie de l'incrédulité, cet élément essentiel pour pouvoir se plonger émotionnellement dans un film, une série ou un livre. Lorsqu'on voit un film, même si la réalisation technique nous montre un réel, nous savons qu'il s'agit d'une réalité de comédie et nous ne la prenons pas telle qu'elle. Cependant, certains verrous qui semblaient infranchissables il y a quelques années sautent à une vitesse vertigineuse, comme par exemple la notion de Uncanny Valley, la vallée de l'étrange en français. Ce phénomène cognitif qui fait que très instinctivement, une représentation d'un humain, si elle se veut réaliste, est perçue comme étrange si certains éléments ne sont pas parfaits. Il existe une courbe qui montre qu'on peut accepter de reconnaître des émotions sur un dessin, voire même sur des pareidolis, cette capacité à reconnaître des formes familières dans les nuages et d'autres objets. Mais dès qu'on se rapproche un peu trop d'une représentation qui se veut réaliste, mais qui ne l'est pas parfaitement, nos capteurs se mettent en alerte. C'est pour cette raison que les premières tentatives de recréer des humains en 3D dans des films nous mettent mal à l'aise. Il suffit de voir les nombreuses tentatives dans Star Wars ou les personnages aux yeux sans vie dans Polar Express. Des micro-détails qui, sans nous sauter forcément aux yeux, nous indiquent que quelque chose n'est pas à sa place. Alors, quel est l'impact sur la société ? Eh bien, au cours des derniers mois, les capacités des IA génératives sont passées d'images étranges, dignes d'un trip sous acide, à des images de plus en plus réalistes. Il y a seulement un an, on touchait encore justement à cette Uncanny Valley, dans les représentations qui se voulaient photoréalistes, et il est aujourd'hui impossible de distinguer certaines photos d'images générées par IA. On peut aujourd'hui créer des personnages cohérents qu'on peut mettre en scène. Il est parfaitement possible d'inventer des profils sociaux complets avec tous les éléments pour tromper nos filtres. Comme toujours, il y a une industrie qui a très vite vu l'avantage de ces technologies pour créer du profit. Et c'est donc la pornographie qui a développé de nombreux outils qui ne répondent pas aux règles et questionnements éthiques qui sont le rempart qui préserve les IA grand public. On a donc aujourd'hui sur des plateformes comme OnlyFans des profils de filles qui se montrent dans tous les angles, proposent des contenus exclusifs, échangent avec leurs abonnés, mais qui n'existent pas. Alors les scams sur ces plateformes ne datent pas d'hier, mais ils nécessitaient des moyens et des équipes conséquentes. Il était nécessaire d'avoir des graphistes pour créer des photomontages sur la base de photos existantes, des opérateurs pour pouvoir être à l'origine des échanges. Les avancées des générateurs d'images et des LLM, Large Language Models ou grands modèles de langage en français, comme Midjourney et ChatGPT, permettent désormais de générer des photos et de programmer des chatbots capables de simuler des conversations crédibles. Alors certes, à ce stade, on peut avoir envie de se dire « tant pis pour ceux qui s'abonnent sur ces plateformes ». Et c'est plutôt légitime. Mais là où les vrais soucis arrivent, c'est que les portes que ça ouvre à certaines dérives ne se cantonneront pas au porn. Que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, de plus en plus de comptes sont des bots. C'est le terme pour désigner les robots qui sont des entités virtuelles automatisées. Et ils ont des objectifs très précis d'influence. Ils sont mis en place par de nombreux acteurs différents, qui soient dans un but d'influence et de propagande politique, mais aussi d'influence commerciale. Les manipulations de masse de l'opinion ne sont pas une nouveauté et sont déjà constatées sur les réseaux sociaux où, en premier lieu, les milieux conservateurs et les générations boomers sont déjà victimes de manipulations d'opinion. Certains scandales finissent par arriver dans la presse mainstream, comme le procès de Cambridge Analytica. Pareil, je vous mets le lien dans la description. Il s'agit de manipulation des données sur les réseaux sociaux au moment des dernières élections présidentielles aux États-Unis. Ou encore dernièrement l'ingérence du gouvernement américain sur la gestion des contenus concernant le Covid durant l'épidémie. Mais là encore, ça demandait des nombreux moyens humains et d'opérateurs pour réaliser ce travail. Et là encore, il s'agit de la partie émergée de l'iceberg. Toutes les interactions que nous avons sont des éléments que nous pouvons percevoir et analyser si on y fait un minimum attention. Mais un des aspects nettement moins visibles, la boîte de Pandore de la plupart des plateformes, ce sont les algorithmes de suggestion. Ce sont eux qui mettent en avant ou bien invisibilisent des contenus de vos fils d'actualité, les commentaires sous des publications, nos résultats de recherche sur l'ensemble des moteurs, les suggestions de films et de musique sur les plateformes de streaming. Tous ces contenus taillés sur mesure. Ces altérations invisibles ont certainement un impact et un pouvoir encore plus important car cela se passe à des niveaux qui sont en dehors de notre capacité de perception et de vigilance. Pour en revenir à la post-réalité et l'altération visible du monde qui nous entoure, on peut également parler d'un phénomène qui émerge depuis plusieurs mois, ce sont les boomer traps, ou pièges à boomers. Il s'agit de publications ou d'images générées par IA spécifiquement conçues pour attirer l'attention et susciter des réactions émotionnelles fortes, particulièrement chez les générations les plus âgées ou les personnes moins familières avec les technologies numériques.
L'exemple typique, ce serait une image générée par IA montrant un enfant réaliser une sculpture incroyablement complexe, accompagnée d'un texte inspirant sur le talent précoce. Ces publications, bien qu'elles puissent sembler inoffensives, sont en réalité des outils d'ingénierie sociale visant à manipuler l'opinion publique. Elles génèrent souvent des centaines, voire des milliers de réactions, de likes et de commentaires de personnes crédules qui ne réalisent pas que l'image est entièrement fabriquée. Ces images sont accompagnées de textes, générés également par des IA, et ont été étudiées pour maximiser les réactions des utilisateurs, et pendant que ces publications poubelles occupent l'espace, les publications sérieuses, les informations et les articles de fond sont dégagés par les algorithmes. Les manipulations visibles et invisibles marchent main dans la main, chacune utilisant et dépendant de l'autre pour fonctionner pleinement. Mais l'intrusion des IA ne se contente pas à nos vies sur les réseaux sociaux, et leurs inférences dans les domaines pro et perso sont parfois plus délicats à repérer. Alors très souvent, au début, ça passe par l'aspect des outils de facilitation qui permettent de travailler mieux, plus vite, en confiant de plus en plus de tâches à des automates intelligents. La correction orthographique, l'écriture semi-automatique, la dictée intelligente, pour au final confier la rédaction de mails, de rapports d'analyse, de comptes rendus à des IA comme ChatGPT. Parce que bon, pourquoi pas ? Pourquoi passer des plombes à faire un truc qui ne prendra que quelques clics pour un résultat au moins aussi bon, voire meilleur ? Et puis pourquoi s'embêter à lire justement tous ces mails, ces rapports d'analyse, ces comptes rendus, alors qu'il suffit de confier à ChatGPT de nous en extraire un résumé en quelques points pertinents. Et là, la boucle commence à être bouclée. Des contenus générés par IA qui sont lus par d'autres IA, avec des humains qui se contentent d'être juste des signatures en bas de page. Les secrétaires numériques finissent par prendre le pouvoir discrètement. Et puis la prochaine évolution, qui est déjà en cours, c'est pas de la SF, à l'ère des réunions en visioconférence, c'est d'avoir des avatars de soi qui sont réalistes et peuvent être programmés pour répondre à notre place, avec notre voix, nos maniérismes vocaux, notre prosodie. Et on se retrouvera à nouveau avec une situation absurde où un avatar de nous-mêmes sera en interaction avec d'autres avatars, tout le monde pensant être le seul malin à avoir confié ces interactions à une IA et que les autres sont réels. Et au cours de ces réunions, des décisions pourront être prises par des IA. Le compte-rendu de ces réunions seront rédigés par des IA. Et l'humain en bout de chaîne aura renoncé à sa propre souveraineté. Avec un fossé numérique qui sera de plus en plus important entre celles et ceux qui savent et qui utilisent ces outils, et celles et ceux qui en sont les victimes crédules et candides de ces manipulations. Les IA, si on leur donne les bonnes instructions, peuvent créer des œuvres d'art, que l'on soit philosophiquement d'accord avec ce qu'on définit comme étant l'art ou pas. Il y a quelques semaines, j'ai pu tester une IA pour générer de la musique. Et en à peine quelques secondes, l'outil est capable de produire des résultats de plus en plus bluffants. Elle va nous fabriquer une chanson dans un style qu'on souhaite, avec des arrangements musicaux propres et un mixage digne d'un album commercial. Là où il aurait fallu des jours et des équipes mobilisées de musiciens, d'ingé-sons, de compositeurs, d'arrangeurs, il suffit de quelques clics pour les remplacer. Et le résultat, si on le fait écouter à quiconque dans la rue, est indiscernable d'un morceau réalisé par une équipe de pros. Il y a d'ailleurs déjà des gens qui quittent les plateformes de streaming classiques pour n'écouter plus que du contenu généré par IA. J'avoue même que certains morceaux étaient assez bons pour que je les écoute plusieurs fois et qu'ils restent en tête. Des mélodies et des voix entraînantes et envoûtantes, avec de la personnalité, de l'expressivité, mais qui n'existent pas. Des petits malins utilisent déjà les IA pour s'inventer des carrières artistiques qui n'existent pas. Ils vendent des œuvres d'art en prétendant en être les auteurs, alors qu'elles ont été générées par des IA en quelques clics, que ce soit dans le graphisme, la photo ou la musique. Et puis il y a tous ces scams qui étaient si facilement repérables il y a quelques années quand on recevait le fameux mail d'un prince saoudien qui avait besoin de notre aide pour toucher son héritage. Eh bien, ces méthodes appartiennent au passé. Aujourd'hui, on peut recevoir un appel d'une personne dont on reconnaît la voix comme étant celle d'un proche et qui fait une demande qui pourrait sembler raisonnable pour dépanner une petite urgence. Sauf que la voix de la personne a été piratée, copiée et simulée. Bientôt, ça pourra même être un appel FaceTime avec le visage d'une personne familière. J'ai également testé une IA qui est capable de générer des sites web à la demande, et en quelques instants de recréer l'apparence et les fonctionnalités de sites qui existent déjà. Avec quelques techniques de redirection ciblée, il sera possible de faire croire à un internaute qui parcourt un vrai site, par exemple le site d'un journal, pour vérifier une information et qu'il se retrouve à avoir uniquement du contenu qui a été taillé sur mesure pour le tromper. Quelle influence sur des acteurs boursiers ou n'importe quelle personne qui veut s'informer pour choisir son futur candidat ? Ou les personnages politiques qui vont prendre des décisions basées sur ces faux articles de presse. Protéger nos identités et nos avatars numériques va devenir un enjeu majeur de sécurité. Or, pour le moment, les outils de protection sont inexistants. Alors, tout n'est pas si noir. Malgré les risques potentiels, il est important de reconnaître aussi que les IA offrent de nombreuses opportunités positives et il serait de mauvaise foi de nier leur importance et leurs bienfaits.
Dans le domaine de la santé, les IA peuvent aider au diagnostic précoce de maladies, à l'analyse d'images médicales et à la découverte de nouveaux médicaments. Dans l'environnement, elles peuvent optimiser la consommation d'énergie, aider à prédire des catastrophes naturelles et aider à la gestion des ressources naturelles. Dans l'éducation, les IA peuvent personnaliser l'apprentissage, offrir un contenu réellement personnalisé en fonction des capacités d'apprentissage d'un élève et rendre l'éducation plus accessible. Elles peuvent aussi aider les personnes handicapées en traduisant le langage des signes, ou bien en décrivant les images pour les malvoyants, ou bien en assistant des personnes à mobilité réduite. Et dans la recherche scientifique, les IA accélèrent la recherche dans de nombreux domaines, de l'astrophysique à la biologie moléculaire, apportant des approches de modélisation nouvelles qui permettent d'aider à répondre à des questions longtemps posées et restées sans réponse. Et c'est sans compter sur ces fameux LLM qui permettent d'ores et déjà d'apporter des outils de facilitation considérables pour la traduction instantanée. Alors quel impact et quelle évolution pour notre société? Tous ces outils vont avoir de nombreux impacts sociétaux radicaux. La portée de certains sont encore indiscernables, d'autres sont déjà prévisibles. Un des effets qui pourra être attendu, c'est l'hyper-individualisation culturelle et la disparition du fonds culturel commun. En effet, quand il est possible de générer ses propres musiques qui ne seront écoutées que par soi, des livres personnalisés selon nos soucis, et quand d'ici peu il sera possible de générer des films, des séries à la demande, mais également des jeux vidéo, et je parle bien de gros jeux de type AAA, tous ces éléments font que les générations à venir seront tellement individualisées qu'il y a un risque de voir la disparition du tissu culturel commun. Il serait peut-être plus possible d'avoir des grands classiques de la littérature, de la musique et du cinéma, car les IA seront en mesure de produire sur mesure des contenus pour chaque individu. Or, l'hyper-individualisation dont nous touchons déjà les prémices aujourd'hui nous montre à quel point elle rend difficile l'accès à une société résiliente et égalitaire. Mais le risque, à mes yeux encore bien plus grand, c'est que cette société de la post-réalité nous endorme tous. Que cette impossibilité de pouvoir avoir confiance dans les informations qui nous arrivent, de devoir douter de tout ce qui passe par un écran, un appel téléphonique ou une télé, finira par nous blaser et nous anesthésier. Cela pourra prendre tellement de formes que tout sera sujet au doute. Cette porte ouverte aux dérives risque également d'amener à plusieurs aspects encore plus graves que l'hyper-individualisation. Le forçage à des dérives politiques ultra sécuritaires, où tout ce qui est fait en ligne devra passer par une reconnaissance biométrique avancée, et celles et ceux qui ne s'y plieront pas se verront sanctionnés d'accès à de nombreux biens et services. Une façon d'appliquer une forme de crédit social numérique. Et toutes ces politiques risquent d'être mises en place et menées par des acteurs qui ne sont pas nécessairement étatiques et souverains. Or, on voit déjà le poids et l'influence politique et sociétale qu'ont certains acteurs privés des grands réseaux sociaux. De plus, les outils de manipulation, s'ils ne seront peut-être certes plus en accès grand public comme ils le sont actuellement, resteront néanmoins dans les mains des plus grosses structures, les États et les grandes entreprises, qui pourront continuer à en avoir un usage sans que nous puissions le contrôler de manière citoyenne. Non. Quelle perspective et évolution? Les enjeux stratégiques de l'éducation aux médias et aux IA, à des niveaux différents selon les générations, sont indiscutables. Et cette éducation ne pourra pas être la même selon les publics cibles. Les boomers n'auront pas du tout le même rapport à ces technologies que des plus jeunes. Les différenciations sociologiques seront aussi déterminantes et clivantes qu'elles le sont déjà pour tous les autres aspects sociopolitiques. Alors que faire? Eh bien déjà au niveau individuel, il faut développer son esprit critique en vérifiant systématiquement les sources d'information. Se former et s'informer continuellement aux nouvelles technologies et à leurs implications. Diversifier ses sources d'information et privilégier les médias reconnus pour leur fiabilité. Au niveau éducatif, il faut intégrer l'éducation aux médias et à l'information dans les programmes scolaires dès le plus jeune âge. Organiser des ateliers pratiques sur la détection de fausses informations et de contenus générés par IA. Au niveau institutionnel, il faut mettre en place des comités d'éthique spécialisés dans l'IA au sein des entreprises et des institutions publiques. Développer des labels de confiance pour les contenus vérifiés humainement. Au niveau législatif, il faut élaborer des lois encadrant l'utilisation des IA génératives, notamment en matière de transparence. Il faut renforcer les sanctions contre la diffusion intentionnelle de fausses informations. Ces solutions nécessitent une approche collaborative entre citoyens, entreprises et gouvernements pour créer un écosystème numérique plus sûr et transparent. Nous entrons dans une nouvelle ère étrange où la distinction entre le réel et le virtuel va devenir de plus en plus floue, posant de nouveaux défis éthiques. Alors, je vous propose deux citations que je trouve fort à propos, qui sont de Hannah Arendt et qui sont plus que jamais d'actualité. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut plus se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et, pour s'implanter, le totalitarisme a besoin d'individus isolés et déculturés.
déracinés des rapports sociaux organiques, atomisés socialement et poussés à un égoïsme extrême. En conclusion, je dirais que la post-réalité n'est pas un concept de science-fiction lointain, mais une réalité émergente qui transforme déjà notre société. Nous avons vu comment les IA génératives bouleversent notre rapport à l'information, à la culture et même à notre propre identité. Les risques sont réels, manipulation de l'opinion, érosion de la confiance, isolement social. Mais les opportunités sont également immenses, de l'amélioration des soins de santé à la démocratisation de l'éducation. Face à ces défis, nous ne sommes pas totalement impuissants, même si les acteurs en présence rendent le rapport de force en défaveur des individus. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Alors plus que jamais, cultivons notre esprit critique et notre curiosité intellectuelle pour ne pas entrer dans l'obscurantisme qui nous guette. Exigeons plus de transparence de la part des créateurs de contenu et des plateformes technologiques. J'espère d'ailleurs qu'à travers cette vidéo, je contribue à amener ce sujet de réflexion chez le plus de personnes possible. Et n'hésitez pas à la partager. Et je vous invite également à réagir en commentaire pour apporter vos points de vue sur ce sujet. Et je vous dis à bientôt peut-être pour de prochains sujets de société.